sur cette vidéo sur le thème Access VBA. Il s'agit ici en fait de ma toute première vidéo, j'espère bien entendu qu'il y en aura d'autres. Évidemment, je tiendrai compte de vos remarques et suggestions éventuelles. Le but sera ici de créer un formulaire de recherche. Il s'agira de saisir un code postal afin d'obtenir les informations associées à ce code postal. Et voyons d'abord la table concernée, donc la table des codes postaux que nous avons ici, qui se nomme T codes postaux, que je vais ouvrir en mode utilisateur. Donc mode visualisation des données. Et cette table, eh bien, elle contient bien entendu les codes postaux, elle compte près de 40 000 enregistrements. À chaque code postal est associé une commune, un département et un code INSEE. Nous allons donc voir comment, à partir de cette table, créer un formulaire de recherche qui nécessitera la saisie du code postal pour ensuite nous fournir tous les éléments associés que sont la commune, le département et le code INSEE. Voyons maintenant comment cela se passera côté utilisateur lorsque le travail sera terminé et qu'il aura une recherche à effectuer à partir du formulaire de recherche ici nommé FRM_rush. Donc je vais l'ouvrir en mode visualisation, mode exécution si vous préférez. Donc ce formulaire nous propose une zone de saisie, à savoir donc le code postal et un bouton rechercher. Alors commençons par une première recherche, à savoir un code postal existant, 94 320 par exemple. Je clique sur le bouton rechercher et le système automatiquement m'affiche un second formulaire qui me donne les informations en rapport avec ce code postal, à savoir la commune de Thiers, le département du Val-de-Marne et le code INSEE 940 981. Voyons maintenant un autre essai, à savoir un code postal associé à plusieurs communes. Cela arrive dans un certain nombre de cas qu'un code postal soit associé à plusieurs communes, donc par exemple 0200 qui est un code postal du département de l'Aisne. Cliquons maintenant sur le bouton rechercher et nous avons un résultat ici, cette fois avec plusieurs communes associées à ce code postal et évidemment les informations correspondantes. Maintenant effectuons un troisième test, cette fois le test du code postal qui n'existe pas. Là, je vais rentrer 94 499 et un clic sur le bouton rechercher nous renvoie une information indiquant que ce code postal 94 499 est inexistant. Nous allons maintenant commencer par l'étude des différents objets qui composent notre projet. En premier lieu, le formulaire de recherche que je vais ici ouvrir en mode création. Donc un clic droit sur l'objet, mode création, et celui-ci donc s'affiche accompagné de la fenêtre des propriétés. Si cette fenêtre des propriétés ne s'affichait pas, vous avez la possibilité donc de la faire réafficher. Donc ici en cliquant sur le bouton feuille de propriété du ruban, ou encore en appuyant sur la touche F4 du clavier. Donc, vous voyez, F4, F4, elle disparaît, elle réapparaît. Donc, idem avec le bouton positionné dans le ruban. Maintenant, les propriétés du formulaire. Alors, le formulaire, nous sommes sur les propriétés du formulaire. Si ça n'était pas le cas, je clique par exemple sur un autre élément
de notre formulaire. Nous sommes sur les propriétés maintenant, vous voyez ici CP, donc la zone de saisie code postal du formulaire. Si je voulais réafficher les propriétés du formulaire, eh bien, il suffirait de cliquer sur l'angle supérieur gauche dans le petit carré situé ici, vous voyez, et nous sommes repositionnés dans les propriétés du formulaire. Alors on voit ici que la propriété source, vous voyez, je suis sur l'onglet toutes, hein, j'ai toutes les propriétés. La propriété source n'est pas alimentée dans la mesure où ce formulaire n'est pas attaché à une source de données. Ensuite, nous avons la propriété légende qui représente en fait le titre qui s'affichera à l'exécution de ce formulaire qui a été ici placé avec l'information recherche info commune. Donc vous êtes bien entendu libre d'écrire le titre que vous voulez. Ensuite, certaines propriétés de ce formulaire ont été modifiées, donc je les ai modifiées préalablement au moment de la création de ce formulaire. Par exemple, les boutons de déplacement. Les boutons de déplacement qui permettent de naviguer entre les différents enregistrements. Ce formulaire n'étant pas attaché à des données, c'est donc inutile. Et j'ai positionné à la valeur non. Idem pour l'affichage du sélecteur, le sélecteur d'enregistrement qui permet par exemple de sélectionner un enregistrement et ensuite d'appuyer sur la touche Sup pour le supprimer. Donc n'ayant pas d'enregistrement, cette propriété est également placée sur non. Donc voilà pour les propriétés principales du formulaire. Maintenant voyons la zone de saisie du code postal. Alors il s'agit de l'objet que nous avons ici dans le ruban, qui est la zone de texte, qui est indépendant puisque non attaché à une source de données. L'utilisateur pourra donc saisir ici le code postal recherché. Cette zone de saisie, eh bien, elle porte le nom CP, hein, c'est un nom que j'ai attribué. Donc je recommande d'ailleurs vivement de donner des noms évocateurs, hein, puisque souvent les noms sont repris dans le code VBA. Donc ici CP pour code postal, un nom simple, hein, évitez les noms à rallonge qui vous compliqueraient la vie au moment du codage VBA. Et ici l'étiquette qui est automatiquement associée, hein, lorsqu'on crée une zone de texte, qui comporte la légende CP. Vous voyez, dans les propriétés, nous avons ici légende CP. Alors, on va écrire quelque chose de plus parlant directement dans la fenêtre de propriété. Par exemple, ici, saisir code postal, et je valide par la touche entrée, et vous voyez que la zone est automatiquement ici alimentée sur le formulaire en mode création, mais oui, elle n'est pas suffisamment large. Donc en cliquant sur les petites poignées sur les côtés, vous pouvez comme ça faire en sorte que le texte apparaisse dans son intégralité. Vous avez une grosse poignée en haut à gauche qui permet, elle, de déplacer la zone. Vous voyez, pour la rapprocher par exemple de la zone de saisie. Voilà donc pour cette zone de texte. Maintenant le bouton rechercher. Alors en cliquant dessus, on arrive également sur les propriétés. Alors la propriété qui a été valorisée ici concernant le nom, BTN Rush. Alors BTN Rush, avec un terme mnémonique BTN qui signifie bouton, alors c'est important et c'est même recommandé d'utiliser comme ceci des termes mnémoniques qui correspondent à l'objet dans le cadre de la programmation VBA. Donc suivi de caractère underscore, hein, c'est la touche 8 du clavier, et Rush qui est un raccourci de recherche. Alors là encore, c'est important de donner des noms évocateurs. Ensuite, la légende, eh bien, la légende, on peut la modifier directement dans le bouton. Hein, idem d'ailleurs pour la
l'étiquette de la zone de saisie qui se trouve ici. Vous voyez, on peut parfaitement modifier la légende directement ou au niveau de la propriété légende. Donc j'ai écrit ici rechercher, ce qui paraît suffisamment explicite. Voilà donc pour le formulaire de création et ce fameux bouton rechercher qui va permettre de déclencher la recherche proprement dite. Et déclencher comment? Eh bien, tout simplement par une procédure événementielle associée à ce bouton. Donc cette procédure événementielle, eh bien, on y accède en cliquant au niveau de la fenêtre des propriétés sur l'onglet événements qui se trouve ici. Et il s'agit donc, dans le cas présent, de la propriété de l'événement, au clic. Donc au clic, pour faire en sorte de déclencher une action en Visual Basic sur l'événement au clic, eh bien nous allons ici cliquer sur les trois petits points qui se trouvent en bout de ligne et choisir l'option générateur de code. Je clique maintenant sur le bouton OK et j'arrive dans la propriété, dans la procédure événementielle qui a été nommée automatiquement par Access, BTN Rush Click. Donc vous voyez que Access reprend le nom de l'objet, ce qui est très pratique si par exemple vous aviez une dizaine de boutons sur votre formulaire. C'est ici, entre les instructions Private Sub et Unsub, que nous allons devoir écrire le code VBA qui correspondra à la recherche. Cette partie-là, nous la verrons un peu plus tard, après l'étude des autres objets utilisés dans notre projet. Nous allons donc maintenant refermer cette fenêtre de module de classe rattaché à l'objet FRMRush, donc en cliquant sur la petite croix qui se trouve en haut à droite ou sur l'icône qui se trouve ici à gauche, permettant de revenir sur Microsoft Access. De retour dans le formulaire en mode création, il faudra évidemment maintenant penser à l'enregistrer, donc en cliquant sur ici la petite disquette qui se trouve à gauche, au-dessus du volet de navigation, ou alors tout simplement en refermant la fenêtre et Access nous proposera d'enregistrer. Donc je referme évidemment, je valide en cliquant sur le bouton oui. Nous allons maintenant voir de plus près le formulaire FRMCP que je vais ouvrir en mode création. Ce formulaire, eh bien, il sert à quoi? Il sert tout simplement à afficher le résultat de la recherche effectuée à partir du formulaire FRMRush. Il a été réalisé avec l'assistant, avec comme source de données la table T codes postaux que nous avons ici. Il n'a rien de particulier, il est au format tabloïd. Et ses propriétés, certaines de ses propriétés ont été modifiées, à savoir les boutons de déplacement positionnés sur non, afficher sélecteur positionné sur non. Ça ne sera pas particulièrement utile dans la mesure où il s'agit d'un formulaire tabloïd, seules les barres de défilement seront nécessaires. Et de plus, ce formulaire est prévu en mode consultation uniquement. Si on ouvre ce formulaire, cette fois en mode formulaire, c'est-à-dire visualisation des données, on se rend compte qu'il contient l'intégralité, qu'il présente l'intégralité des données, à savoir 39 000 et quelques enregistrements. Et de ce fait, le formulaire de recherche que nous avons vu tout à l'heure et que je vais réouvrir cette fois en mode utilisateur, eh bien, ce formulaire, par le biais du bouton rechercher et de la procédure événementielle associée, devra effectuer un filtrage. Alors nous allons voir ultérieurement comment procéder. Ce filtrage se fera donc sur le formulaire FRMCP avec le code postal qui sera saisi ici par l'utilisateur. Donc le filtre sera modifié
avec intégration de la saisie de l'utilisateur pour permettre de n'afficher que les éléments qui correspondent à ce dit code postal. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet VBA en commençant par l'écriture d'une fonction qui nous permettra de vérifier qu'un code postal saisi par l'utilisateur dans le formulaire de recherche existe ou non. Donc le principe, c'est une fonction qui va aller rechercher dans la table des codes postaux la valeur saisie par l'utilisateur. Si elle trouve, eh bien, la fonction renverra la valeur vraie. Si elle ne trouve pas, la fonction renverra la valeur faux. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction booléenne. Elle va utiliser des méthodes d'accès aux données, à savoir la méthode ADO, ActiveX Data Object. Précédemment, dans les premières versions d'Access, on utilisait la méthode DAO, Data Access Object. Donc j'ai choisi de partir sur la méthode d'accès aux données la plus récente, qui est ADO. On peut disposer d'ailleurs des deux méthodes dans l'environnement de développement actuellement. Alors pour cela, pour écrire une fonction, eh bien nous allons créer un module général en nous positionnant d'abord sur l'option de menu créer. Et dans le ruban, complètement à droite, nous avons module. Alors je clique sur module. Ici, vous voyez, le module que l'on vient de créer apparaît dans la fenêtre projet. Et ce module a également des propriétés, comme d'autres objets. Il n'y en a qu'une, c'est le nom. Alors je vais lui attribuer un nom, BDD pour base de données. Je valide par la touche entrée. Vous voyez que automatiquement, dans la fenêtre de projet, le module est renommé BDD. Alors ici, nous avons une directive option compare database, qui est une directive générale de comparaison des chaînes de caractères. Avec option compare database, le système ne fait pas de différence au niveau de la casse. Bon, nous n'en avons pas besoin dans l'immédiat. Et nous allons donc créer une fonction. Alors cette fonction nécessite quand même de connaître un petit peu les méthodes et les propriétés de l'objet ADO, donc accès aux données. J'envisage sérieusement de faire d'autres vidéos, justement peut-être sur ce sujet d'accès aux données via Visual Basic, avec la méthode ADO, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, si j'ai des observations dans ce sens, avec le modèle DAO. Donc on peut faire strictement les mêmes choses. Alors pour commencer, la création d'une fonction, je vais la déclarer de type public. Alors public function, et je vais lui donner un nom. Alors ce nom, je vais lui donner un nom qui sera évocateur, par exemple CP pour code postal existe. À cette fonction, on va passer un paramètre. Donc les paramètres que l'on passe à la fonction, on va les mettre entre parenthèses. Là, il n'y aura qu'un seul paramètre, ce sera le code postal saisi par l'utilisateur. Donc je vais le nommer CP, on peut donner le nom qu'on veut pour la variable de réception de la valeur saisie par l'utilisateur. Et je vais lui affecter un type. Donc ce sera un type de chaîne de caractères. Donc ce sera le type string. Je ferme la parenthèse, et une fonction renvoyant une valeur, eh bien, on doit préciser après la parenthèse fermante le type de valeur renvoyée. Donc elle réceptionne une variable de type string. En revanche, elle renvoie vrai ou faux, c'est-à-dire un booléen. Donc c'est une fonction de type booléenne, et ça s'écrit booléen. Vous voyez, le système d'assistance ouvre une liste déroulante et propose donc, à partir du moment où vous tapez les premières lettres, la valeur que l'on recherchait. Automatiquement, on a le end function qui s'affiche, donc ce qui est bien pratique. Et là, je me décale d'un cran, c'est ce qu'on appelle faire de l'indentation pour une meilleure lisibilité des programmes.
Alors première chose à faire, puisque c'est un outil d'accès aux données, c'est une fonction qui va accéder à la table des codes postaux, eh bien je vais déclarer une variable qui correspond en fait à la connexion à la base de données. Alors il y a une méthode qui consiste à accéder à la base de données courante, c'est-à-dire celle sur laquelle nous nous trouvons, mais on peut également accéder à une base distante. Donc là, nous allons utiliser le principe de connexion à la base courante. Donc je vais donner un nom à la variable, je vais appeler CNX pour connexion. Hein. Là encore, le développeur est libre d'écrire, de choisir le nom qu'il veut. CNX local, puisque c'est la base locale. Et je vais préciser ADO-DB, donc le modèle ADO-DB. Lorsque je vais rentrer le point, donc un point, et c'est la propriété connection. Donc dim cnx local as adodb.connection. Alors le modèle ADODB, en fait, c'est une bibliothèque qu'il faut avoir déclarée si ce n'est pas fait dans le menu outils ci-dessus. Alors ça, c'est très important parce que sinon le système ne comprendra pas ce que vous lui demandez. Et dans le menu outils, vous avez l'option référence. Donc la référence qu'il faut sera celle-ci. Maintenant que la variable d'accès à la base est déclarée, je vais maintenant déclarer un record set, c'est-à-dire le jeu d'enregistrement dans lequel je vais aller chercher mon information. Alors là, je vais le nommer, là encore, le nom est libre, hein. Je vais le renommer RS. Donc j'obtiens RS as et son type, eh bien comme c'est un objet en fait nouveau, la base on a déclaré directement as et puis adodb.connection. Ici on va utiliser l'expression new puisqu'on crée un record set en mémoire. Donc l'expression new, as new, et nous reprenons le nom de la bibliothèque adodb. Point, et vous voyez que automatiquement il me propose record set. Donc là il s'agit d'un record set. Donc là ce sont les variables nécessaires à l'accès aux données. Ensuite, une variable étant déclarée, alors que ce soit une variable objet ou une variable texte ou numérique, on lui affecte une valeur. Alors le principe d'affectation d'une valeur à un objet, eh bien ici pour la connexion locale, eh bien on fait précéder du terme set. Donc c'est un terme qui est à utiliser pour la déclaration des variables objets. CNX local égale, là on lui dit que c'est la base courante, donc c'est current project, point, et dans la liste qui s'ouvre, eh bien c'est la propriété connection, donc en tapant les premières lettres, vous voyez, j'arrive sur connection, un double clic, et il finit de saisir, de remplir la ligne sur laquelle je me trouve. Je valide par la touche entrée, et maintenant je vais agir sur le record set. Alors là, il n'y a pas de déclaration particulière pour le record set. On va simplement préciser qu'on veut ouvrir. Alors là, je ne suis pas sur la bonne ligne. rs.open pour ouvrir. Et qu'est-ce qu'on veut ouvrir? Eh bien, la table des codes postaux qui se nomme T underscore code, encore underscore, postaux. Je ferme les guillemets, virgule. Vous voyez ici, l'objet record set attend un nouveau paramètre hein, au niveau de la méthode open.
Le deuxième paramètre, c'est la connexion active. Eh bien, la connexion, c'est CNX local, c'est celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement. D'où la nécessité de déclarer cette variable. Ensuite, le système va nous demander un certain nombre d'options qui pourront être nécessaires lorsque l'application sera utilisable en réseau. Là, je vous renvoie à la documentation. Il y a la possibilité de traiter le record set en effectuant une recherche vers l'avant, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, forward only. Le modèle dynamique permet de tenir compte des modifications des autres utilisateurs, donc là ça pourrait être important en réseau. Ici je vais choisir l'option Add Open Keyset. Le système attend maintenant un autre paramètre. Alors est-ce qu'on effectue un verrouillage optimiste, un verrouillage pessimiste? Là encore, c'est lié au fonctionnement en réseau et avec des risques d'erreur si l'enregistrement est en cours d'utilisation, auquel cas il faudra mettre en place une gestion d'erreur dans la fonction. Bon, ici, on va pas s'embêter particulièrement avec ça. On va choisir l'option Read Only, donc lecture seule, puisque nous n'avons aucune modification à effectuer. Cette fonction se contente simplement de lire dans la table si quelque chose existe ou pas. Et dernier paramètre, alors là c'est important puisque nous allons faire ce qu'on appelle une recherche indexée. Une recherche indexée, c'est la méthode de recherche la plus rapide puisqu'elle s'appuie sur un index. Et cet index est créé au moment de la création de la table ou ultérieurement, mais il faut que cet index existe. Alors nous allons voir tout de suite après la création de cet index, puisque ce sera absolument nécessaire, sinon votre programme va se planter. Et le paramètre à passer, alors là il ne m'affiche pas de liste, hein, mais on aura AD CMD table direct. Et j'ai terminé cette ligne. Donc AD CMD table direct parce que la fonction va aller travailler directement dans la table pour aller rechercher à partir de l'index qui est créé. Alors ce que je vais faire ici, c'est un enregistrement, on y reviendra, parce que nous allons créer un index dans la table des codes postaux. Alors nous allons voir comment faire. Je valide, j'enregistre, je referme ici. Donc le module a bien été sauvegardé. La table des codes postaux, eh bien, je vais l'ouvrir en mode création. Donc on retrouve les différents champs. Et dans le ruban, nous avons ici index. Alors c'est là que nous allons créer un index qui va en fait s'appuyer sur le code postal. Donc c'est une table en mémoire parallèle qui est triée et qui permet justement une recherche ultra rapide. Je clique ici, et là je l'avais déjà créé préalablement. Vous voyez, je l'ai nommé IDX code postal, avec nom du champ. Donc on peut choisir le nom du champ sur lequel l'index va s'appuyer pour sa création. Donc ici c'est bien le code postal, et l'ordre de tri croissant. D'une manière générale, on choisit toujours croissant, puisque la recherche s'effectue le plus souvent de manière croissante. Ici, dans les propriétés de l'index, primaire, non, parce que ce n'est pas une clé primaire. Donc vous voyez qu'on pourrait aussi créer une clé primaire directement. Unique, non, parce qu'on peut retrouver un code postal identique. Ça peut arriver. Donc, si vous êtes certain qu'il n'y a pas de doublon, vous pouvez préciser unique, oui. Et ignorer nul, le système va tenir compte ou pas des lignes qui seraient éventuellement vides, des champs qui seraient éventuellement vides ou des codes postaux qui n'auraient pas été servis. Donc ignorer nul, on peut dire oui également. Et je vais valider. Alors attention de bien retenir le nom puisqu'il va être repris dans notre fonction de recherche.
J'enregistre. Alors s'il y a des doublons, comme j'ai précisé que l'index IDX code postal devait être unique, s'il y a des doublons, le système refusera. Vous voyez, modification non effectuée, clé primaire aux relations. Donc il y a effectivement des doublons parce que plusieurs communes peuvent avoir un même code postal. Alors correction immédiate, ici, valeur unique, eh bien non, puisqu'il peut y avoir des doublons. Alors je vais enregistrer ici, là vous voyez, je n'ai pas reçu de message d'erreur, et puis je vais maintenant refermer. Alors vous vous souvenez, IDX code postal, hein, IDX underscore code postal, pour le nom de l'index. Maintenant, je reviens dans mon module base de données, et après l'ouverture du record set, eh bien je vais tout simplement, alors je vais me décaler pour que ce soit un peu plus lisible, je vais lui préciser le nom de l'index que j'utilise. Donc c'est tout simplement la méthode, la propriété, pardon, index de l'objet record set, et je lui écris égal IDX code postal. Ensuite, maintenant qu'on le lui a dit, eh bien on va lui demander d'effectuer la recherche. Alors la recherche, elle va se porter sur quoi? Sur ce qu'on lui passe ici en paramètre, puisque la fonction va recevoir la saisie de l'utilisateur dans le formulaire qu'on a vu tout à l'heure, formulaire de recherche. Donc ici, on va préciser rs. La méthode de recherche, c'est seek, recherche indexée. Hein. Il existe une autre méthode qui est find, donc j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo justement sur les méthodes d'accès aux données. Ici, on va lui préciser la valeur à rechercher, CP. Et maintenant, que fait-on? Puisque la fonction doit renvoyer un vrai ou faux selon qu'elle trouve ou pas. Alors, si le système a trouvé, eh bien, il n'est pas en fin de fichier. Il est quelque part au milieu du fichier. Donc, on va utiliser une propriété de l'objet record set qui est fin de fichier. En réalité, en anglais, end of file, donc EOF. Et on va simplement préciser, si tu es en fin de fichier, eh bien, c'est que tu n'as pas trouvé, donc on va attribuer la valeur de retour à faux. En revanche, s'il n'est pas en fin de fichier, c'est qu'il l'a trouvé, et on attribue la valeur à vrai. Alors, le principe, la structure alternative, if, et là je vais utiliser le not, if not rs.eof. En clair, je lui dis, si tu n'es pas en fin de fichier, donc c'est qu'il a trouvé. Alors là, je vais indenter à nouveau pour qu'on ait toujours une meilleure lisibilité. Et une fonction qui renvoie une valeur, en fait, le principe, c'est de reprendre son nom et de lui affecter la valeur de retour. Donc ce sera simplement cp exist égale true. Donc on utilise le mot anglais hein, pour vrai. De toute manière, on n'a que deux choix, vous voyez, dans la liste qui s'ouvre, c'est false ou true. Et dans le cas contraire, else, sinon, cp exist égale false. Et je termine par and if. Pour finir, dans la mesure où j'ai ouvert un record set, bon, la base de données, là c'est la base de données courante, mais le record set c'est quelque chose que j'ai ouvert, donc lorsqu'on ouvre, c'est comme dans les structures, vous voyez, if and if, on ouvre, on referme, et bien là le record set, on doit également le refermer. Donc je vais utiliser rs.close pour terminer proprement ma fonction. Alors maintenant,
On peut, dans la fenêtre d'exécution, tester une fonction pour déjà vérifier s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, ça permet également en cours d'exécution, en mode pas à pas. Donc là, peut-être que je ferai aussi une vidéo là-dessus pour la gestion des erreurs en code VBA. Ici, si je veux vérifier que ma fonction marche, eh bien, dans la mesure où elle renvoie une valeur, je vais lui dire debug.print, affiche-moi, donc cp existe, le nom de la fonction, et je vais lui passer en paramètre un code postal qui existe. Donc 94 320 par exemple. Je referme la parenthèse. Là, c'est comme si je l'utilisais dans une procédure Visual Basic. Ça va me permettre quand même de vérifier que ça marche et éventuellement d'apporter des corrections. J'appuie sur la touche Entrée et il me renvoie vrai, vous voyez, automatiquement. Alors je vais essayer avec un... Alors j'efface la valeur vraie et je vais essayer avec un code qui n'existe pas. Donc 94 999, et voyez, après avoir appuyé sur la touche Entrée, il me renvoie faux. Donc a priori, cette fonction est opérationnelle. Puisqu'elle est opérationnelle, eh bien, je vais enregistrer mon module que je referme, et je vais maintenant pouvoir l'utiliser dans mon formulaire de recherche afin d'envoyer un message à l'utilisateur s'il a saisi un code erroné. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre projet et nous allons ouvrir le formulaire FRM Rush que nous avions abandonné il y a quelque temps en mode création. Le bouton rechercher, nous avions commencé à créer une procédure événementielle, donc à l'événement au clic. Et nous y revenons en cliquant sur les trois petits points au bout, ce qui nous amène donc à cette procédure événementielle. Première chose que nous allons faire, c'est vérifier la saisie de l'utilisateur. Il se pourrait très bien que l'utilisateur clique sur le bouton rechercher sans avoir saisi de code postal. Eh bien, nous allons vérifier que cette zone est vide. Et pour cela, nous allons utiliser la structure if, donc if, avec la fonction isNull, donc si est nul ou ne contient rien. Alors, ne contient rien quoi? On va lui passer en paramètre le nom de la zone. Alors, pour passer en paramètre le nom de la zone, qui s'appelle CP, je le rappelle, la zone de saisie du code postal, on peut aussi utiliser le nom du formulaire. Comme il s'agit du formulaire courant, Access nous autorise à utiliser une expression particulière qui est mi, c'est-à-dire moi-même. mi.cp, je ferme la parenthèse. Alors, donc nous avons écrit ici, si la zone de saisie CP du formulaire courant est vide, isNull, alors eh bien, nous allons tout simplement redonner le focus à cette zone, puisque l'utilisateur a cliqué sur le bouton rechercher, donc le focus est actuellement sur ce bouton. Et pour cela, eh bien, nous reprenons le nom de cette zone de saisie qui est CP, donc nous allons prendre mi.cp et utiliser une méthode de cet objet qui est setFocus. mi.setFocus, tout simplement, donc nous redonnons le focus à l'objet CP qui est en fait la zone de saisie du code postal. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là puisque redonner le focus c'est bien, mais il faut éviter de continuer et de lancer la recherche avec en fait une zone qui serait vide et qui générerait finalement une erreur au niveau de la recherche proprement dite. Eh bien, nous allons ici sortir tout simplement de la procédure événementielle avec l'instruction exit sub.
Donc nous redonnons le focus et nous sortons de la procédure événementielle. Je termine ici par endIf. Avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons enregistrer et revenir en arrière pour vérifier si cette partie fonctionne. Donc retour sur le formulaire qui est en mode création. Nous allons passer en mode formulaire. Ici, je vais cliquer tout simplement sur le bouton rechercher. Et vous voyez qu'il ne se passe rien, tout simplement parce que la procédure événementielle exécute le code, vérifie que la zone est effectivement vide et redonne le focus à cette zone. Nous revenons maintenant à nouveau en mode création pour poursuivre l'écriture de notre procédure événementielle. Après le endIf, ici, eh bien cette fois, nous allons faire une autre vérification avant la recherche et utiliser cette fois notre fameuse fonction cpExist qui vérifie l'existence du code postal saisi par l'utilisateur. Vous vous souvenez que nous avions créé un module général donc, qui contient cette fonction. Alors ici, nous allons tout simplement écrire if cpExist. Entre parenthèses, nous allons lui passer le contenu de la zone de saisie qui est justement mi.cp. Alors, donc si le compte existe, le compte que dis-je, le code postal, eh bien, qu'allons-nous faire ici? Nous allons ouvrir le formulaire que nous avions nommé frmcp avec l'ordre docmd, donc exécuter commande, docmd.openForm, donc c'est une méthode de l'objet docmd qui va ouvrir un formulaire, à savoir le formulaire frm_cp. C'est le formulaire en fait qui affiche toutes les données de la table T codes postaux. J'entre une virgule et là nous allons ouvrir en mode normal, c'est le mode visualisation, mode utilisateur, donc assez normal, virgule. Alors le paramètre suivant on ne l'utilise pas puisqu'en fait on se rend compte que c'est un filter name, c'est tout simplement une requête qui doit exister en dur dans la base, donc nous n'avons pas créé de requête. En revanche, nous allons utiliser le paramètre suivant, qui est une condition where, comme dans les requêtes SQL, et qui va servir à filtrer justement sur le code postal saisi par l'utilisateur. Et la formule, c'est tout simplement d'écrire, alors la syntaxe entre guillemets, hein, la formule SQL sous forme de chaîne de caractères, le nom du champ concerné dans la table, entre crochets, égal, et là nous allons ouvrir les simples cotes pour afficher, pour faire entrer pardon, le code postal saisi par l'utilisateur. Mais comme il s'agit d'un élément externe que nous devons intégrer dans la chaîne, eh bien, nous allons terminer, fermer, clôturer le début de la chaîne de caractères et faire de la concaténation. Donc, je termine ici, j'utilise le caractère et commercial de concaténation que je concatène avec mi.cp. Donc là, nous avons une chaîne qui s'adapte dynamiquement à ce que l'utilisateur a saisi. Et bien entendu, il faut terminer en fermant, puisque nous avons ouvert une simple cote ici. Il faut la refermer pour terminer complètement la chaîne de caractères. Donc, la syntaxe paraît un petit peu barbare, mais on s'y fait très vite. Voilà, sous la forme de chaîne de caractères, il manquait simplement ce petit élément.
Et là, nous avons passé notre filtre. Donc, en principe, à l'exécution, le formulaire n'affichera que les données correspondant au code postal qui se trouve ici. Vous voyez, d'où l'intérêt de cette fonction que nous avions créée préalablement, CP existe. Et dans le cas contraire, que faisons-nous? Eh bien, nous allons tout simplement afficher un message à l'utilisateur lui disant que ce code postal n'existe pas. Avec la fonction, ou la procédure interne plutôt, msgbox, qui existe également sous la forme fonction, qui permet de récupérer une valeur, mais dans ce cas précis, on va simplement afficher un message et qui proposera simplement un bouton OK. Et bien là, nous allons écrire code postal et lui rappeler le code postal qui a été saisi à l'utilisateur. Donc nous allons à nouveau faire de la concaténation avec un élément externe. Donc dynamiquement, le message affichera le code postal saisi par l'utilisateur. Et commercial mi.cp. Alors ici, vous voyez que j'ai placé un espace, sinon à l'affichage dans la boîte de dialogue, le code postal serait collé au L du mot postal. Et commercial, pour la suite de ma phrase, je génère à nouveau un espace pour éviter encore que la fin du code postal soit collée avec le texte qui suit. Et je vais écrire inexistant. Je ferme ma chaîne de caractères, virgule, et là on peut mettre un petit cryptogramme qui alerte en fait, soit un point d'interrogation avec VB question, ou un point d'exclamation avec VB exclamation. Ici on va mettre VB critical, puisque c'est considéré comme une erreur, tout simplement, et je valide cette ligne. Bien entendu, je termine par l'instruction NDIF. Et en principe, maintenant, notre programme est opérationnel. Donc, je vais enregistrer ce que je viens de faire. Je reviens et nous allons maintenant tester en refermant. J'ai une recherche à faire. Je clique sur le bouton FRMrush. Alors, admettons, je ne saisis rien. Je clique ici, il ne se passe rien. Puisque nous avons fait le test dans la procédure événementielle. Maintenant, je vais saisir un code existant, rechercher. Grâce au système de filtrage que nous avons mis en place, vous voyez, il n'affiche que les informations correspondant à ce code postal. Je referme. Cette fois, je vais saisir un code inexistant, donc utilisation de notre fonction CP existe. À l'intérieur du if, dans la procédure événementielle, rechercher, et ici, code postal 94 555, inexistant. Et bien voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous a plu. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver bientôt sur une de mes nouvelles vidéos.